Bonjour à tous. Alors c'est dur de passer après la grande keynote, mais on va tenter de relever le défi. On est très heureux d'être là et de vous partager des éléments et des ingrédients sur qu'est-ce que c'est la culture d'innovation chez Amazon, chez AWS. L'objectif, c'est bien entendu de ne pas faire un cours, mais d'essayer de répondre à des questions qui aujourd'hui vous préoccupent. Comme par exemple, vous, en tant que start-up, comment maintenir un rythme d'innovation, accélérer l'innovation dans un marché où les technologies changent tout et les entreprises continuent à se transformer. Comment maintenir aussi l'organisation et la cohésion d'équipe au sein de cette culture d'innovation. Et au final, qu'est-ce que c'est l'innovation? Je suis sûre que quand vous y réfléchissez, il y a plusieurs termes qui vous arrivent à la tête. Du coup, on va essayer de répondre à ces questions avec Pierre-Yves. Et un petit mot d'introduction avant de démarrer. Ce qu'on vous dit ici et ce qu'on vous raconte, c'est une façon de voir les choses. C'est la façon dont Amazon et AWS voient l'innovation aujourd'hui. C'est peut-être pas la meilleure, c'est sans doute pas l'unique, mais en tout cas, on vous partage des éléments qui ont fonctionné chez nous et qui continuent à fonctionner pour vous inspirer dans votre quotidien. Et quand on parle d'innovation chez Amazon et AWS, on remet toujours notre mission au centre. Et quelle est notre mission? Notre mission, c'est tout simplement d'être centré sur le client, quoi qu'on fasse, quoi qu'on développe, quoi qu'on essaye de réfléchir. Centré sur le client, ça veut à la fois dire beaucoup de choses, c'est assez large, mais c'est aussi très précis. Pourquoi je dis ça? C'est assez large parce que la mission couvre tout type de clients, quel que soit leur domaine, leur expertise, quelle que soit leur industrie, quelle que soit leur taille. Ça couvre les startups, mais aussi les grandes entreprises. Ça couvre toutes les industries, les vendeurs, les développeurs, les clients finaux. Donc, au fait, c'est assez large comme mission. Mais c'est aussi très, très spécifique. Et pourquoi c'est spécifique? Tout simplement parce que quand on parle du client, on essaye d'être le plus proche possible pour comprendre ses peines, pour comprendre ses frustrations et le remettre au centre. Et la spécificité dont on parle est très liée à la nature du client qu'on veut servir, quel qu'il soit et d'où il vient. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, notre innovation et notre culture d'innovation est centrée sur le client. Vous, en tant qu'entrepreneur et start-upper, vous avez peut-être d'autres idées. Et comme les autres entreprises, quand ils parlent d'innovation, ils essayent de concentrer leurs discussions et leurs réflexions, peut-être pour savoir ce qui se passe dans la compétition, pour développer de nouveaux business models, de nouveaux modèles financiers. Et toute leur culture se tourne là-dessus. Chez nous, ça tourne autour du client. Et vous allez entendre parler du client tout au long de toutes les présentations. Même quand on parle IA générative, on parle client. Même quand on parle machine learning, on parle client. Et tout est lié à ses frustrations, à ses peines et aux problèmes qu'on veut résoudre pour ce client. Donc, quel que soit aujourd'hui le périmètre, le sujet, on innove en mettant le client au centre. Et d'ailleurs, Bezos, il le dit, il le partage dans une de ses lettres pour les actionnaires en 2016, où il parle de l'importance de la culture d'innovation avec la centricité client, où il parle de l'importance de comprendre ses clients et d'aller au-delà de ce qu'on voit uniquement, mais d'aller à les satisfaire et à les enchanter. Et il dit une phrase que vous retrouvez ici en bleu qui est assez impactante, pour montrer que les clients sont systématiquement, tout le temps, dissatisfaits. Et je m'arrête une seconde. Posez-vous la question vous-même. Combien de fois vous êtes satisfait d'un service, d'un produit? Même si vous êtes satisfait, vous allez toujours en vouloir plus. Vous allez dire, OK, c'est bien, mais peut-être qu'on peut faire ça. Peut-être qu'on peut aller chercher une autre forme. Peut-être qu'on peut créer un peu plus de technologie. Vous qui êtes dans l'environnement de la tech aussi, on va toujours chercher, vous allez toujours chercher à avoir plus. Et en fait, c'est cette phrase qui est simple, avec des mots très très simples, qui aujourd'hui drive tout l'ADN de AWS et d'Amazon, parce qu'on va toujours aller chercher les idées qui n'existent toujours pas sur le marché et les
itérer grâce à des problèmes clients pour aller innover. Et tant qu'on ne se pose pas la question de est-ce que ce qu'on veut faire et l'idée qu'on veut proposer va créer un bénéfice pour le client et qu'on a la réponse positive à cette question, on n'innove pas et on ne part pas à créer cette idée-là. Gardez cette idée en tête tout le long de la présentation. Ça va vous donner plus d'impact sur le reste des sujets qu'on va vous partager, et notamment ce que vous voyez ici. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les offres d'Amazon. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent. Le site e-commerce, AWS, avec votre présence aujourd'hui, où aujourd'hui on a plus de 250 services dans tous les domaines, pas que l'infra, mais on monte jusqu'à la couche applicative. Les appareils ou les devices physiques comme Alexa, Fire TV et autres. Le streaming avec Prime Video, Amazon Studio, et bien sûr la partie consumable et retail avec les derniers produits qui ont été lancés aux US et aujourd'hui au UK, comme Amazon Fresh et Amazon Go, qui résoudent aujourd'hui des problèmes clients. En fait, quand on regarde tout ça, on se dit, mais pourquoi Amazon s'est lancé dans différents business, dans différentes industries? On ne comprend pas, il n'y a pas de logique. Quel est le lien? Et en fait, le lien, c'est simple. Le dénominateur commun est très simple, c'est le client. Tout ce que vous voyez ici est né d'une problématique client que Amazon et AWS ont identifiée en étant très proches de leurs clients, en réinventant en leur nom pour répondre à des problèmes de frustration et des problèmes importants qu'ils ont identifiés. Et donc, ça va vous paraître un peu sympa de le dire comme ça, mais 90% de nos produits, inclus les produits AWS que vous utilisez aujourd'hui, sont nés suite à des problématiques identifiées chez des clients et pour lesquelles on a itéré et itéré et itéré pour sortir les bonnes solutions. Et seulement 10% de toute l'offre Amazon est créée parce qu'il faut la créer. Typiquement, tout ce qui est lié aux problématiques RSE, Climate Pledge, etc., etc. Après avoir raconté tout ça, et donc la genèse un peu de cette culture, aujourd'hui, quand on parle culture, la première chose à laquelle on pense, et vous, en tant que start-upper, entrepreneur dans la tech, vous allez penser à la technologie. Ben, quand on dit j'innove, c'est je crée de la technologie, certes, parce qu'au final, il faut des outils pour créer, pour faire l'innovation. Et la technologie se manifeste dans un pilier qui est l'architecture, sur lequel on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, parce qu'on souhaite vous partager d'autres éléments, et vous avez d'ailleurs tout le summit pour aller regarder ce pilier-là. Mais en fait, les trois autres piliers qui sont très, très importants et qui sont la face cachée de l'iceberg, c'est la culture, les mécanismes et l'organisation. Et ces quatre piliers, c'est ce qui forme aujourd'hui la culture d'innovation chez Amazon et AWS, qui continue à nous inspirer pour innover à votre nom, au nom de nos clients, et aller vraiment chercher les nouvelles idées. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on oublie souvent ces piliers-là, il faut les garder en tête, ces piliers sont interdépendants, et c'est ça qui permet aujourd'hui de créer la différence sur le marché. Je laisse Pierre-Yves vous faire un focus sur la partie culture, et je vous retrouve tout à l'heure. Oui, bonjour. Donc sur la partie culture, comme Christelle l'a dit, nous voulons toujours l'obsession client. Nous cherchons toujours à satisfaire nos clients merveilleusement insatisfaits. Et comment on fait ça? C'est déjà en partant de ce qu'on appelle nous les principes de leadership. Donc les principes de leadership, vous avez les titres ici présents. Ce sont donc 16 principes qui sont chez nous, autour desquels tourne toute la culture chez Amazon. Vous avez l'obsession client qui est le premier de la liste. Il n'y a pas de hiérarchie, mais c'est vraiment le premier de la liste pour expliquer exactement comment on fait, comment on va, et comment fonctionne tout Amazon. Si vous les lisez, vous verrez qu'il y en a plusieurs qui sont en tension les uns vis-à-vis des autres. Je prends par exemple privilégier l'action face à analyser en profondeur, c'est fait à dessein. Les principes ne doivent pas être harmonieux, ces principes ne doivent pas être là juste pour qu'on les lise et qu'on les oublie. Ils sont là pour nous obliger à réfléchir, pour nous obliger à enrichir les discussions et à prendre les décisions les plus réfléchies possibles et les plus propres possibles pour les clients. Personnellement, moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est avoir du cran, s'opposer et s'engager. Et on est beaucoup d'Amazoniens à aimer celui-là. C'est que ça nous permet de nous exprimer.
Au sein de la société, on est beaucoup, vous voyez toutes les personnes avec nos t-shirts, on est beaucoup, mais ce principe nous incite tous à nous exprimer, à vocaliser ce qu'on veut dire, quitte à aller en opposition par rapport à un consensus, voilà, mais au moins de le dire et que la décision finale soit la décision la meilleure possible. Le corollaire, par contre, et c'est la fin de ce principe-là, c'est s'engager, c'est-à-dire que dès que la décision a été prise, on s'engage tous, on met toute notre énergie au service de la décision qui a été prise pour aller au bout de la décision. Ça, c'est la première chose. Voilà. Et une dernière chose sur ces principes, on dit souvent, ce sont nos principes de leadership, sauf si vous en connaissez de meilleurs. Et tout Amazonien vous le dira. Ces principes ne sont pas gravés dans le marbre. Ils évoluent, on les fait évoluer régulièrement. Il y en a les deux derniers qui ont été rajoutés en 2021 déjà. Sur lequel, voilà, on continue à les utiliser, on va toujours continuer à les utiliser, mais on les fait évoluer de la manière possible. Une dernière chose sur ces principes, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas uniquement pour les décisions business avec les solutions qu'on a prises, c'est vraiment pour toutes nos décisions. Par exemple, quand on fait un processus de recrutement, je ne sais pas si certains d'entre vous déjà ont tenté de venir chez Amazon, mais les expériences, les exemples que nous donnent les candidats, on va les analyser pour comprendre l'expérience au travers de ces principes. Pareil sur nos reviews, les uns entre les autres, on va les exprimer au travers de ces principes. C'est vraiment un langage commun, c'est vraiment un vocabulaire commun qu'on a au sein d'AWS et d'Amazon pour en discuter vraiment tous ensemble là-dessus. Voilà. Moi, il y a deux principes que j'aime beaucoup. Le premier, c'est inventer et simplifier, qui en plus résonne beaucoup quand on crée une startup, quand on est en train de lancer un produit. Voilà, vous avez le texte là-dessus. C'est vraiment l'idée, c'est inventer, simplifier, c'est allez-y, n'ayez pas peur. Inventer, ça peut être des idées révolutionnaires, et je suis certain que beaucoup d'entre vous ont des idées révolutionnaires, mais ça peut être aussi des petites améliorations au fur et à mesure. Par exemple, automatiser un processus dans une feuille Excel ou mettre en place un mini-outil, un chatbot pour améliorer. Mais pour vous, c'est peut-être quelque chose, mais ensuite, si vous le mettez à l'échelle d'une société de 100 000 personnes ou à l'échelle de clients, de millions de clients, vous aurez un gain important, vous aurez un avantage important et vos clients seront satisfaits. Parce que votre processus qui a peut-être été amélioré pour 5 secondes, si la personne gagne 3 heures par semaine, par exemple, c'est vraiment quelque chose d'avantage, un gros avantage pour lui. Une chose, par contre, et c'est indiqué, et c'est la phrase qui est indiquée dans le principe, c'est il faut innover, il faut simplifier, mais il faut accepter aussi de ne pas être compris dès le début de notre innovation. Et nous, chez Amazon, c'est quelque chose qui est arrivé régulièrement. Je vous donne, je pense que vous le reconnaissez, c'est Kindle. Voilà. Kindle, en 2007, on l'a lancé. On avait une envie. C'était pas d'avoir le device le plus élégant. On est d'accord qu'en 2007, c'était pas le device le plus élégant, mais ce qu'on voulait, c'est d'avoir une expérience de lecture. Qu'est-ce que j'entends par expérience de lecture? C'est de faire comme vous lisez tous des livres papier. À un moment, vous oubliez le support. Vous êtes plongé dans l'histoire, vous êtes plongé dans le récit. Et avec Kindle, notre envie, c'était de faire ça. C'était qu'à terme, la personne, quand elle est en train de lire, elle oublie qu'elle est en train de lire sur un Kindle. Et ça a toujours été ça le motto, la mission de l'équipe Kindle. Alors en plus, vous rajoutez le fait d'avoir votre bibliothèque toujours dans votre poche, ce qui n'est pas négligeable quand on en a beaucoup, la possibilité de télécharger des livres très facilement et de les lire très facilement où vous êtes. Et on avait réussi avec Kindle à lancer un produit intéressant. Mais c'est vrai qu'au début, on nous a dit « Mais qu'est-ce que vous faites, Amazon ? Vous n'êtes pas dans le matériel. Qu'est-ce que vous êtes en train de lancer un nouveau matériel ? Vous lancez en plus quelque chose qui concurrence votre business model à vous-même, qui est de vendre des livres physiques. Pourquoi vous faites ça ?» Mais parce que, comme le disait Christelle tout à l'heure, on veut la satisfaction de nos clients. Et on savait que sur le long terme, nos clients allaient être satisfaits par la solution proposée par Kindle par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir exactement pour le moment là-dessus. Et depuis, alors on l'a fait évoluer, vous avez le premier modèle, vous avez l'un des derniers modèles, on a amélioré les performances parce qu'il fallait améliorer les performances, vous pouvez lire la nuit, vous pouvez lire en plein soleil, et en plus, il est un peu moins massif que ce qu'on peut avoir maintenant. Un autre principe qui est très important chez nous, c'est privilégier l'action. Voilà. Pourquoi privilégier l'action? Vous êtes en start-up pour une grande partie d'entre vous, je pense. Les décisions doivent être prises rapidement parce que le marché évolue très rapidement. Hein. Il y en a certains d'entre vous qui ont déjà, je pense, pivoté par rapport au projet initial que vous aviez dans votre société et le projet que vous avez maintenant. Voilà. Mais pour prendre des décisions rapides, il faut avoir les meilleures informations pour prendre ces décisions. Et comment prend-on ces meilleures informations? Nous, on a développé ce qui s'appelle un modèle mental.
de porte à sens unique ou de porte à double sens. Qu'est-ce que c'est? Dans la prise de décision, en gros, on va distinguer deux types de décisions. Les décisions en porte à sens unique, c'est-à-dire des décisions qui ont une conséquence lourde, qui ont des impacts. Ça peut être, par exemple, si je prends dans les exemples chez Amazon, la construction d'un nouvel entrepôt, la mise en place d'un nouveau data center chez AWS. C'est des décisions qui nécessitent une analyse en amont avant d'être prises. Que ce soit voilà, d'un point de vue financier, d'un point de vue humain, d'un point de vue planning. C'est des décisions sur lesquelles, quand on les a prises, revenir en arrière est très coûteux. Voilà. Donc on a besoin du maximum d'informations pour prendre ces décisions-là. À côté, on a les portes à double sens. Ce sont des décisions qui sont moins lourdes de conséquences. C'est des décisions, je prends par exemple, voilà, vous développez un site internet, vous voulez rajouter une fonctionnalité, vous le faites. Elle fonctionne, tant mieux. Vous pouvez continuer, vous pouvez itérer, parce que vous pouvez capitaliser sur cette décision-là aussi. Mais si, pour une raison X, Y, Z, la fonctionnalité que vous avez mise en place ne fonctionne pas, vous pouvez très facilement revenir en arrière et toujours capitaliser aussi cette expérience. C'est vraiment de l'itératif là-dessus. Une chose aussi qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir toute l'information. Quel que soit le type de décision, il ne faut pas attendre d'avoir toute l'information. C'est-à-dire qu'on considère que si on a à peu près 70% de l'information dont on a besoin pour prendre la décision, on y va. Ça ne sert à rien d'attendre 90%, on va être trop lent. Il faut vraiment être capable de prendre des décisions le plus rapidement possible en ayant le meilleur taux d'information là-dessus. Voilà. Et à partir de cette culture-là, à partir de ces modèles mentaux que nous avons et que nous appliquons au quotidien, nous avons ensuite des mécanismes que Christelle va vous présenter. Du coup, les mécanismes, c'est une notion en fait qui est aussi innovante chez AWS, Amazon. On dit que les intentions, c'est bien, mais en fait, s'il n'y a pas de vrai mécanisme derrière, les intentions ne se transforment jamais en quelque chose de concret. Et par un mécanisme, on entend un process virtueux. On a tous l'habitude de parler de processus, de process dans nos métiers. Un mécanisme, c'est un processus qui se boucle. C'est un process avec des inputs, avec un outil qu'on construit, sur lequel on adopte et on inspecte et qu'on continue d'itérer pour arriver aux outputs. Et je vais vous donner des exemples. On maîtrise les inputs, on ne maîtrise malheureusement pas les outputs, d'où cette notion de boucle et d'itération pour s'assurer que le mécanisme aboutit aux résultats qui sont nécessaires et attendus. Un exemple de mécanisme que je vous donne et qu'aujourd'hui on applique chez Amazon, côté retail, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'entreprise ou l'industrie automobile, et notamment Toyota, ils ont peut-être entendu parler du Hendon Cord, ou en français le Cord Hendon. C'est un principe qui a inspiré Bezos et les équipes du Contact Center pour donner la main à tout agent aujourd'hui de service ou de produit qui est dans la première ligne du site web de retirer un produit défectueux en se basant sur un minimum de données pour prendre cette décision. Et du coup, accélérer le processus de satisfaction client, améliorer l'expérience client sans passer par des boucles infinies pour décider de retirer un produit qui est défectueux. Et aujourd'hui, ça fonctionne. D'ailleurs, si vous êtes utilisateur de Amazon.com ou Amazon.fr, vous voyez tout de suite que vous n'avez pas ou très peu de produits défectueux, ou si jamais vous receviez un produit défectueux, vous êtes remboursé le lendemain et vous êtes appelé par le service client pour vous proposer autre chose, sans même vous poser la question est-ce que c'était bien vous qui avez le produit ou pas, parce qu'ils ont toutes les informations, et c'est là où ce mécanisme nourrit l'expérience client. Un autre mécanisme que je vous partage, c'est nos reporting internes. Là, vous allez me dire, oui, ok, enfin, on a tous des reporting internes. Qu'est-ce que vous nous dites? C'est basique, c'est classique, tout le monde le fait. Yes. Sauf que les reporting internes d'AWS sont orientés clients. Je vous assure que quand je suis arrivée il y a 3 ans, j'ai dû écrire un rapport pendant 6 fois, les 2 premiers jours, pour dire quel est l'outcome en fait de ce reporting, de ce pipe que je suis en train de développer pour le client. Quel est le bénéfice du client? Qu'est-ce que mon client va gagner de ce rapport? Parce que dire que j'ai X millions d'opportunités dans mon pipe, très bien, mais qu'est-ce que le client va gagner de ça? Et tout tourne autour du client, même nos mécanismes-là. Je vous donne ces 2 exemples pour vous dire qu'un mécanisme et ce tooling que vous voyez au milieu, ce n'est pas forcément un outil technologique. Ça peut être un outil
qui n'est pas technologique. Ça peut être un rituel que vous mettez dans votre entreprise, dans votre start-up, et qui vous permet justement de roder les inputs pour avoir de meilleurs outputs. Et le mécanisme phare pour AWS et Amazon aujourd'hui pour innover, c'est le working backward, ou en français, travail à rebours. Aujourd'hui, on est tous amenés, quand on veut créer une nouvelle idée ou réfléchir à une nouvelle idée, de poser le problème client, de comprendre qui est le client, de savoir qui exactement on veut servir et quel est le problème qu'on veut résoudre. Et on a tendance, tous, nous inclus, à réfléchir aux solutions. On a tendance à dire « Ouais, je peux faire un super dashboard, je peux mettre un super chatbot avec langage conversationnel, langage naturel, GenAI, c'est top. » Oui, mais on résout quel problème? Quel est le bénéfice qu'on veut servir? Qu'est-ce qu'on veut apporter au client? Et c'est ce mécanisme, en fait, qui nous pousse à changer complètement notre façon de réfléchir et de remettre le client au centre, de repartir d'un problème et d'essayer de le résoudre. En synthèse, c'est un mécanisme qui permet d'avoir, à la fin, un communiqué de presse, comme les communiqués de presse que vous avez l'habitude de voir en externe, sauf que c'est un communiqué de presse en interne qui va récapituler l'idée avec le problème qu'on est en train de résoudre, le client qu'on est en train de servir, et permettre de résoudre et de répondre à toutes les questions qu'on se pose, qui sont représentées par des FAQ, d'un point de vue client ou d'un point de vue entrepreneur comme vous ou business stakeholder, pour lancer ce service. Et tout ça, c'est appuyé par des visuels aussi. La clé de ce mécanisme, c'est de comprendre le client. Qui est le client? Par qui est le client? C'est aller vraiment dans le détail de ses frustrations, de ses problèmes, de ses facts, de sa démographie, de comprendre lui son quotidien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui mon client ne dort pas le soir? C'est exactement ça ce qu'on veut résoudre. Et on itère beaucoup sur 5 questions clés qui repartent du client, du problème qu'on veut, ou l'opportunité prédominante qu'on veut résoudre, avant d'aller réfléchir à l'expérience cible et la solution. Vous allez aussi me dire, ces 5 questions, c'est facile, c'est simple, on y répond dans 5 minutes. Peut-être. Je vous donne juste une indication. AWS est né de ce process-là. Et Bezos et Jesse, ils ont itéré pendant 6 mois sur ces questions. Voilà, je vous dis ça pour vous donner une indication. Ces questions, effectivement, on peut y répondre en 5 minutes, mais on peut passer des mois à itérer pour s'assurer qu'on est tous alignés en tant qu'équipe sur le produit qu'on veut sortir, le client qu'on est en train de servir, mais surtout le problème qu'on veut résoudre. Et les premières versions du communiqué que vous allez écrire sont loin d'être les meilleures, sont loin d'être finales. Et d'ailleurs, il n'y a pas de version finale. C'est une version itérative. C'est un ensemble de toutes les informations dont vous avez besoin pour développer votre produit et continuer à itérer dessus. Et je finis avec une quote que j'aime bien. Vous connaissez ce grand monsieur tous. Et en fait, il dit que s'il a 1 heure pour trouver une solution, il passerait 55 minutes à trouver le problème. Et il a raison. On dit chez AWS et chez Amazon, « Fall in love with the problem and not the solution ». Essayez, vous allez voir que ça change vraiment tout le mindset et vous allez voir que votre solution et vos produits créent beaucoup plus d'impact et de façon beaucoup plus rapide dans votre domaine. L'organisation, Pierre-Yves? Oui. Donc on vous a parlé culture, on vous a parlé mécanisme, mais après les gens en eux-mêmes, comment on fait avec les gens, comment on fait avec les personnes, comment on fait avec les constructeurs, les builders que vous allez avoir dans vos équipes pour développer vos projets. Nous, chez Amazon, la première chose, c'est qu'on embauche des constructeurs, on embauche des gens qui aiment inventer, qui ont envie d'innover au service du client. On embauche des gens qui sont capables de réfléchir à des idées totalement novatrices sorties de leur tête. Mais on embauche aussi des gens qui sont capables de réfléchir par rapport à une expérience existante. Tout à l'heure, on parlait du support et du cordon London. Voilà, on embauche des personnes qui sont capables de prendre une situation existante, de l'analyser et d'itérer, voire de la réinventer, mais toujours au service du client.
C'est bien d'avoir les personnes, on a la culture, on a les mécanismes, mais après, comment on leur donne les possibilités d'innover? Parce que si les personnes sont embauchées pour innover, mais ne peuvent pas le faire, on a un problème derrière. Et comment on fait, nous? Nous, on fait ça avec des pizzas. Voilà. Alors tout de suite, c'est pas les pizzas européennes, c'est les bonnes pizzas de Détroit, bien américaines, bien bonnes. Voilà. Et on parle d'équipe à 2 pizzas, les Two Pizza Team. Vous le lirez souvent, je pense, si vous regardez ce qu'on dit chez Amazon. Et en gros, nous on fait des équipes qui peuvent être nourries par 2 pizzas. C'est tout simplement ça. Ça nous donne des équipes, des mini startups d'une dizaine de personnes à peu près, qui sont totalement autonomes dans leur métier, qui gèrent leur process, qui ne gèrent déjà qu'un seul produit ou service. C'est quelque chose de très important. Chaque équipe n'a que son service, que son produit à s'occuper pour la satisfaction de son client. C'est des équipes qui sont vraiment orientées pour travailler explicitement sur ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles ne délèguent pas. Elles assurent le cycle de vie de leur produit du début jusqu'à la fin. De l'idée originale jusqu'à la fin de vie, si quelquefois il y a des fins de vie. Voilà. Ce sont des équipes qui sont autonomes, ce sont des équipes qui interagissent avec les autres, mais qui n'ont pas besoin d'être complexifiées par une bureaucratie monumentale. Voilà. Elles sont décentralisées, c'est-à-dire que chacun travaille là-dessus et surtout utilise les outils dont elles ont besoin. Voilà. La société va leur fournir un outillage, mais après elles utilisent les outils qui leur paraissent les meilleurs pour innover au service de leurs clients explicitement là-dessus. Corollaire aussi, elles sont responsables de leurs produits. Elles sont, voilà, l'obsession client, toujours l'obsession client. Elles doivent savoir comment le produit satisfait leurs clients. Donc c'est à elles aussi de définir par exemple les KPI. C'est à elles de définir les métriques. C'est à elles de définir les outils de suivi, les outils de monitoring pour être certain que leur produit, leur solution est toujours au service du client et apporte de la valeur au client. Ça, c'est quelque chose de très important sur les équipes. Une chose en plus par rapport à ces équipes-là, c'est que oui, elles fonctionnent. Oui, on a plein de solutions comme Christelle les avait présentées. Preuve AWS est née du process working backward chez Amazon, mais on a eu aussi des échecs. Alors, je vais rapidement passer sur les premiers échecs qui sont la partie auction et Z-Shop, mais qui ont quand même donné naissance au marketplace sur AWS, voilà, sur Amazon, pardon. Marketplace, c'est plus de la moitié des ventes sur le site Amazon. C'est juste pour info. Pour me concentrer sur quelque chose, alors je ne sais pas si certains parmi vous ont eu un Fire Phone déjà. Si oui, levez la main, je suis intéressé. Personne. Fire Phone, c'était notre tentative de lancer un téléphone portable aussi, version Amazon. Vous voyez la photo de Jeff Bezos qui était en train de le présenter. Et au bout d'un an, on a arrêté. Au bout d'un an, on a déprécié pour 170 millions de dollars de matériel invendu. Voilà. On a fait ça parce qu'on a appris de nos échecs, parce qu'on a compris qu'on n'allait pas pouvoir avancer, mais on a appris de cette expérience-là. On a appris à continuer à développer du matériel. On a appris à travailler avec des fournisseurs. Voilà, par exemple pour les écrans, ce genre de choses-là. On a appris à gérer du cycle de vie matériel. On a appris tout un tas d'informations qui nous ont permis ensuite de lancer des produits que vous entendez encore et que vous verrez certainement sur le salon, qui sont par exemple Amazon Echo, voilà, ou Alexa. Voilà, ces deux solutions, Amazon Echo et Alexa, ont été créées par les équipes qui avaient créé les Fire Phone à l'époque. Voilà. Et je vais laisser le mot de la fin à Jeff. J'en suis loin. Mais Jeff, effectivement, quelle présentation chez AWS ou Amazon sans Jeff Bezos. Non, mais l'idée, et comme l'a dit Pierre-Yves, c'est n'ayez pas peur d'échouer. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà dans votre ADN. Si vous êtes aujourd'hui entrepreneur et start-upper, c'est que vous avez déjà cette notion qui est dans votre mindset. Aujourd'hui, on pense que, et on l'a prouvé, que l'échec et l'innovation sont deux inséparables. Et c'est vrai, on ne peut pas innover sans expérimenter. Et on ne peut pas expérimenter si on n'a pas eu des échecs. Donc l'échec, c'est une plus-value. Adoptez-le et innovez en son nom. Et merci beaucoup. Et j'espère que la présentation vous a plu et qu'on vous a donné quelques éléments pour changer votre réflexion et innover différemment dans vos domaines. Voilà. Merci beaucoup.